Malheureusement, il y aura toujours des gens qui prendront leur pied en exploitant les autres. Parfois, ces escrocs sont évidents, mais certains fraudeurs sont si sournois que même vous pourriez vous laisser entraîner dans leur sordide combine. Qu'il s'agisse d'un fraudeur qui a vendu la maison d'un inconnu à son insu ou d'une fausse princesse qui a escroqué des milliers de personnes, on va passer en revue quelques-uns des fraudeurs les plus sournois et les plus scandaleux de tous les temps. Danger pour les étrangers. Si vous êtes le propriétaire d'une maison, vous savez à quel point il peut être effrayant de la laisser inoccupée pendant de longues périodes. Un homme malchanceux de Luton en Angleterre le sait que trop bien. Le révérend Mike Hall était parti travailler dans le nord du pays de Galles en août 2021 lorsqu'il a reçu un appel terrifiant de ses voisins. Ils avaient vu un étranger dans sa maison. Le lendemain, Mike est rentré chez lui en voiture pour faire face à l'invité mystérieux. Mais à son arrivée, il a découvert quelque chose de bien pire qu'un cambriolage. En essayant ses clés sur la serrure, il s'est aperçu qu'elle ne fonctionnait plus. Qu'est-ce que c'est que ça? La porte s'est ouverte et il a été accueilli par un entrepreneur qui lui a dit qu'il était occupé à faire des travaux de rénovation pour le nouveau propriétaire. Poussant le constructeur hors de son chemin, le révérend incrédule a découvert que sa propriété a été complètement vidée de tous ses biens. Même le plâtre des murs avait été enlevé, ainsi que les rideaux et tout le mobilier. Les choses ne pouvaient pas être pires, n'est-ce pas? Eh bien, c'est faux. L'instant d'après, le père des nouveaux propriétaires est arrivé sur les lieux et a exigé que Mike quitte sa maison pour la violation de domicile. C'est un peu comme si on lui avait tendu la perche. Mike a appelé immédiatement la police, mais alors que les policiers sont arrivés, ils ne croyaient pas qu'un crime avait été commis. En fait, ils ont donné raison aux intrus et ont ordonné à Mike de quitter la propriété. Qu'est-ce qu'il s'est passé alors? Il s'avère que l'identité du révérend a été volée par un escroc qui a cloné son permis de conduire et ouvert un compte bancaire à son nom. Il a ensuite vendu la maison de Mike en se faisant passer pour lui et encaissé le produit de la vente. Et comme il avait suivi toutes les procédures légales, les nouveaux acquéreurs possédaient légalement la maison, ce qui mettait Mike dans une situation très délicate. Cette fraude lucrative est de plus en plus fréquente, les victimes réclamant des millions de dollars d'indemnités chaque année. Elle s'est souvent organisée par des réseaux criminels qui travaillent ensemble pour duper les agents immobiliers et les juristes. Mais comment font-ils? Tout d'abord, ces malfaiteurs font tout ce qu'ils peuvent pour s'emparer de vos données personnelles. Ils peuvent se faire passer pour des avocats et envoyer de faux emails, pirater vos comptes ou même fouiller dans votre courrier. Ensuite, une fois qu'ils ont obtenu les informations dont ils ont besoin, les voleurs peuvent s'emparer sournoisement des documents d'identité et les utiliser pour revendiquer le titre de propriété de votre logement. Il s'agit d'un projet ambitieux, mais s'ils parviennent à vendre la maison volée, les escrocs peuvent gagner beaucoup d'argent avant de disparaître avec elle. En fait, la maison de Mike a été vendue pour la somme astronomique de 154 000 $. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez empêcher cela de se produire. Rendez-vous sur Internet et vous devriez pouvoir vous inscrire à un service gratuit d'alerte immobilière. Ce service vous informera de toute activité liée à votre propriété, comme une demande suspecte de changement de propriétaire. Vous pouvez même inscrire une restriction sur les titres de propriété, ce qui signifie qu'aucune vente ou hypothèque ne peut être réalisée sans qu'un agent immobilier ou un notaire n'ait clairement indiqué que vous l'avez approuvé. Malgré les précautions prises, il est toujours possible que les choses se passent entre les mailles du filet. Heureusement, si vous êtes victime de ce délit, vous pouvez souvent récupérer votre bien grâce à une aide juridique. Cependant, il semblerait que le pauvre Mike n'ait pas eu beaucoup de chance jusqu'à présent. Au moment où vous regardez cette vidéo, les nouveaux résidents sont toujours les propriétaires légaux. L'or liquide. On a tous entendu l'histoire de Jésus transformant l'eau en vin. Mais en 1983, un Chinois a prétendu pouvoir faire mieux. Il s'agit de Wang Hongsheng, un chauffeur de bus de la ville de Harbin, qui prétendait pouvoir transformer de l'eau ordinaire en essence avec seulement quelques gouttes de son liquide spécial. Hongsheng prétendait que ce liquide était si puissant qu'il pouvait aider la Chine à devenir le plus grand fournisseur de pétrole au monde, détrônant ainsi le Moyen-Orient. Naturellement, les gens étaient très intéressés et l'histoire a fait la une des journaux nationaux. Mais comment un chauffeur de bus sans formation scientifique peut-il créer un liquide magique si transformateur qu'il pourrait bâtir un empire? Eh bien, il ne l'a pas fait. Il a simplement menti comme un arracheur de dents. Il est vrai qu'il est doué pour mentir. En peu de temps, Hongsheng a convaincu toute une série d'investisseurs enthousiastes de financer son projet fou, y compris des agences gouvernementales. Au total, ils ont investi près de 37 millions de dollars. Après avoir réussi à mener à bien sa mascarade pendant près de 10 ans, Hongsheng s'est heurté à un obstacle majeur en 1994. Un membre du Comité national des sciences l'a contacté et l'a invité à procéder à une évaluation en bonne et due forme du liquide miracle. Bien entendu, Hongsheng a refusé. Mais ça n'a pas été du goût de tous les investisseurs, et après une enquête de police, Hongsheng a finalement été reconnu coupable de fraude et de tromperie en 1998 et a été condamné à 10 ans de prison. Malgré cela,
Les audaces de Hong Sheng ont fait de lui une sorte de légende dans la culture populaire chinoise, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Je peux pas non plus transformer l'eau en gaz, mais je peux vous raconter des histoires incroyables de la vie réelle. Appuyez donc sur les boutons j'aime et s'abonner et vous ne manquerez plus jamais d'histoires folles comme celle-ci. Bon, revenons-en à nos moutons. Tour du mensonge. Tout le monde sait qu'il n'est pas facile de travailler dans la vente, mais dans les années 1920, un vendeur notoirement véreux était si complice qu'il aurait pu probablement vendre du miel à une abeille. Il s'appelle Victor Lustig, et il a réussi à vendre nul autre que la Tour Eiffel. Ou du moins, il a réussi à faire semblant de la vendre. À l'époque de cette folle ruse, en 1925, l'escroc était déjà l'un des plus prolifiques de son temps. En fait, il avait été arrêté plus de 40 fois et recherché par les polices du monde entier. Aussi, lorsque Lustig a lu un article sur la détérioration de la Tour Eiffel, il n'a vu qu'une chose, une opportunité. Sous l'apparence d'un fonctionnaire, il a contacté les plus grands ferrailleurs du pays en leur annonçant que le célèbre monument était en train d'être démoli et vendu à la casse. Et devinez quoi? Ils ont avalé l'histoire sans broncher. Après avoir loué une chambre dans l'un des hôtels les plus chics de Paris, Lustig a continué à se faire passer pour un officiel et à rencontrer chacun des négociants pour déterminer lequel sera le plus facile à arnaquer. Il n'a pas tardé à prendre une décision. André Poisson, qui est relativement nouveau dans la ville. Poisson a mordu à l'hameçon et il a fini par envoyer à Lustig une croquette somme de 70 000 $ en échange de la soi-disant ferraille. Ça représente plus de 1,1 million de dollars en monnaie actuelle. Seulement après avoir reçu l'argent, Lustig est reparti en Autriche et Poisson était si embarrassé qu'il n'a même pas signalé son crime. Se rendant compte qu'il s'en était tiré à bon compte, Lustig a poursuivi ses escroqueries pendant une dizaine d'années. Cependant, la chance a fini par tourner et l'audacieux escroc a été envoyé à la prison d'Alcatraz en 1935 où il est décédé un peu plus tard. Sur son certificat de décès, sa profession officielle est indiquée comme apprenti vendeur. Ouais, bien sûr, c'est une façon de voir les choses. L'affaire Baker. La plupart d'entre nous ont rêvé un jour ou l'autre de découvrir qu'ils étaient les héritiers d'une fortune perdue depuis longtemps. Dans les années 1920, ce rêve est devenu une réalité pour de nombreux Américains à travers les États-Unis. Mais il s'est avéré être plutôt un cauchemar pour eux. Tout a commencé lorsque de mystérieuses annonces ont été publiées dans les journaux, demandant à toute personne portant le nom de famille Baker de se faire connaître. Apparemment, un riche aristocrate du nom de Jacob Baker était décédé en 1839 et avait laissé derrière lui une succession d'une valeur de plusieurs milliards de dollars que personne n'avait réclamé. L'annonce a été placée par un soi-disant avocat appelé William Smith, qui demandait aux Baker de tout le pays de lui verser une petite somme afin qu'ils puissent mener la bataille juridique pour garantir leur héritage. Très vite, les Baker de tout le pays ont pris contact avec Smith pour obtenir leur part de l'énorme héritage, et chacun d'entre eux a payé sa cotisation. Le seul problème, il n'y avait pas d'héritage, il n'y avait même pas de Jacob Baker, il était entièrement inventé, une invention de l'esprit de Smith. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Smith est parvenu à monter cette escroquerie pendant 12 ans et à accumuler la somme astronomique de 25 millions de dollars avant que la police ne l'attrape finalement en 1936. Au total, l'escroc a dupé 50 000 personnes, ce qui fait de lui l'un des plus grands fraudeurs de tous les temps. Ça prouve bien qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on lit dans les journaux. Charles Ponzi. Il y a beaucoup d'escrocs dans le monde, mais il faut être un type particulier d'escroc pour qu'une escroquerie porte littéralement son nom. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des pyramides de Ponzi? Il s'agit d'un type de fraude à l'investissement, qui doit son nom à l'escroc italien Charles Ponzi. Ponzi était un immigrant qui avait à peine 3 $ en poche lorsqu'il est arrivé aux États-Unis en 1903. Pourtant, en juillet 1920, il gagnait près d'1 million de dollars par jour, c'est dire, hein? Alors comment est-ce qu'il a fait? Après une décennie de petits boulots et de délits mineurs, Ponzi a reçu un jour une lettre d'une société espagnole contenant un coupon réponse international. En gros, ce coupon pouvait être échangé contre des timbres-poste d'un autre pays. Ponzi a compris qu'il pouvait acheter ces coupons dans un pays, les échanger contre des timbres plus chers dans un autre pays, puis revendre les timbres et empocher un savoureux bénéfice. Mais ça lui rapportait toujours pas assez d'argent. Alors pour gagner encore plus, il a commencé à faire appel à des investisseurs, leur promettant un bénéfice de 100% en seulement 90 jours. En réalité, il était loin de gagner l'argent nécessaire pour les rembourser. Cependant, comme la combine attirait de plus en plus d'investisseurs, il a commencé à utiliser l'argent des nouveaux investisseurs pour rembourser les premiers, et ainsi de suite. C'est ainsi que Ponzi a engrangé la somme astronomique de 15 millions de dollars en l'espace de 8 mois seulement. N'oubliez pas que cette somme équivaudrait à près de 220 millions de dollars aujourd'hui, et il n'a pas lésiné sur sa nouvelle fortune. Il l'a dépensé dans un immense 12 pièces, une foule de domestiques et même une banque entière. Malheureusement pour Ponzi, les jours de gloire n'ont pas duré. Après une longue enquête, il a été reconnu coupable de fraude postale et a été emprisonné, mais seulement pour 3 ans et demi. Il a purgé sa peine, s'est installé en Floride et, croyez-le ou non, il a imaginé une nouvelle escroquerie.
la vente de terrains marécageux sous le couvert d'une propriété de premier choix en Floride. Imaginez que vous pensiez avoir acheté un endroit magnifique en Floride et que vous découvriez ce terrain vague. La seule chose plus effrayante que tous les crocodiles et alligators serait Ponzi lui-même s'il n'avait pas toujours l'air si élégant. Ruse immobilière. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais mon plaisir coupable, c'est de regarder des maisons que je n'ai pas les moyens de m'offrir. Que feriez-vous si un jour vous parcouriez des sites immobiliers et tombiez sur votre propre maison, affichée par quelqu'un que vous ne connaissez pas? Moi, je flipperais comme un fou. C'est ce qu'a fait Kerry Brady, propriétaire dans le New Jersey en 2021 lorsque ce scénario lui est arrivé. Mais Kerry n'avait pas l'intention de se laisser piéger par une escroquerie. Elle a donc décidé d'appeler elle-même le faux vendeur et de se faire passer pour une acheteuse potentielle, tout en enregistrant la conversation. Ce qu'elle a découvert était extrêmement alarmant. L'escroc a dit à Kerry qu'ils avaient récemment hérité de la maison et qu'ils la vendaient parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'elle était beaucoup trop grande pour eux. Si Kerry la voulait, elle pouvait l'avoir pour 1,7 million de dollars, soit beaucoup plus que sa valeur réelle. Kerry a continué à poser des questions, mais l'escroc n'a même pas pu répondre aux plus élémentaires d'entre elles. Et lorsque Kerry a demandé à visiter la propriété, ils lui ont répondu par 1 million d'excuses pour expliquer pourquoi ils ne pouvaient pas la faire visiter. Mais le pire, c'est que l'imposteur a dit à Kerry qu'il n'était pas du coin. Mais après une vente réussie, il enverrait quelqu'un pour changer toutes les serrures. Kerry a alors raccroché et, craignant pour la sécurité de sa famille, a payé pour faire changer toutes les serrures immédiatement. Elle a signalé l'annonce et celle-ci a été retirée. Mais à son grand étonnement, l'annonce est réapparue 5 jours plus tard. Heureusement, la police est intervenue et l'annonce a finalement été retirée pour de bon, stoppant net l'escroc. C'est un véritable coup de massue. Heureusement, il ne s'agissait pas de l'un des fraudeurs les plus sournois qui soit, mais d'un simple aspirant. Mais cela prouve qu'un peu de perspicacité peut vous épargner bien des ennuis par la suite. On peut dire que Kerry s'est attaqué au problème. Le prince de Pauillet. Parfois, lorsque la vie vous met à mal, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un nouveau départ. Gregor MacGregor, aventurier et escroc écossais du 19e siècle, ne le savait que trop bien. Et il l'a exploité à fond. En 1820, MacGregor s'est rendu sur le Mosquito Coast en Amérique centrale et a saoulé un roi autochtone au point qu'il lui a cédé 8 millions d'hectares de terre. Une journée comme les autres. Si vous n'aviez pas deviné le nom, le Mosquito Coast n'est pas un endroit où on a envie de vivre. En fait, le terrain acquis par MacGregor n'est rien d'autre qu'une jungle marécageuse infestée d'insectes. Mais MacGregor avait un plan diabolique. Avec les titres de propriété de son nouvel enfer en poche, il s'est rendu à Londres en Angleterre. Là, il a proclamé qu'il était un prince de la prospère nation tropicale de Pauillet. À l'aide de preuves falsifiées, notamment un drapeau national, des photos et même de la monnaie, il a convaincu des gens que cette nouvelle nation était bien réelle. À l'époque, Londres était en pleine récession et de nombreux habitants étaient très enthousiastes à l'idée de déménager pour recommencer leur vie. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de donner leurs biens à MacGregor en échange de terres à Pauillet et d'un avenir meilleur. Mais bien sûr, MacGregor n'est pas un prince et Pauillet est une pure invention. Après avoir investi toutes leurs économies dans le voyage, les futurs colons voyagèrent en bateau pendant de longs mois et furent choqués lorsqu'ils arrivèrent enfin à destination. Loin d'être un paradis tropical, il s'agissait d'un lit de mort tropical, tout à fait impropre à la vie. Qui plus est, les migrants escroqués ont été abandonnés à leur sort dans cet enfer rongé par la maladie. Ils ont érigé des huttes délabrées et tentèrent de survivre. Mais lorsqu'un navire britannique vint à leur secours 2 mois plus tard, il ne restait plus qu'une centaine de personnes sur les 250 prévues à l'origine. Et si vous pensez que MacGregor a payé le prix de sa terrible escroquerie, détrompez-vous. Il a quitté l'Angleterre et a poursuivi ses projets pendant une dizaine d'années, avant de prendre une retraite paisible au Venezuela. Je pense qu'il a fait tout ça parce qu'il était furieux d'avoir un nom aussi ridicule. Vendre des couchers de soleil. Étonnamment, Gregor MacGregor n'est pas le seul à s'être rendu coupable de mensonges pour attirer des colons dans un pays à des fins lucratives. Un autre canular similaire a été réalisé à l'époque des Vikings, vers 982, par l'explorateur norvégien et génie des relations publiques Éric le Rouge. Après avoir été exilé d'Islande pour, je cite, quelques meurtres, Éric s'est embarqué pour des terres étrangères. Un comportement classique de Viking donc. Au cours de ses aventures, le Viking a découvert une île mystérieuse, qu'il a explorée pendant toute la durée de son exil. L'île est beaucoup plus glacée que l'Islande, mais il y a encore du potentiel pour s'y installer. À la fin de son exil, Éric a décidé de retourner en Islande pour vanter sa découverte et plaider en faveur d'une colonisation de l'île. Mais comment convaincre un peuple originaire d'un endroit appelé Islande de s'installer dans un endroit encore plus glacial? Eh bien, vous donnez à l'endroit un nom à consonance plus chaude, bien sûr. Si vous ne l'aviez pas encore deviné, l'île mystérieuse est le Groenland. Et en l'appelant Groenland au lieu de Snowland ou autre, Éric a pu ramener suffisamment d'hommes pour créer 2 colonies. Était-ce malhonnête de sa part? Oui. Mais le bon vieux Éric le Rouge n'a pas mené des centaines de personnes à leur perte comme l'a fait MacGregor. Alors je dirais qu'il est le meilleur des 2 fraudeurs.
Et maintenant, vous savez d'où vient le nom du Groenland. C'est plutôt cool, non? En fait, c'est tellement cool que c'est glacé. Frat Boy Ponzi. L'université, c'est l'éclate, si vous pouvez vous le permettre. Mais pour beaucoup d'étudiants, les rencontres incessantes finissent par faire un gros trou dans leur portefeuille. Sayed Arbab, un étudiant de l'université de Géorgie, n'a pas eu ce problème. En effet, entre 2018 et 2019, cet astucieux étudiant de fraternité a convaincu au moins 8 personnes de verser de l'argent dans un fonds spéculatif frauduleux qu'il gérait à partir de sa fraternité. Il s'agissait essentiellement d'un système de Ponzi. Arbab promettait à ses investisseurs d'utiliser leur argent sur le marché boursier et de leur faire réaliser d'énormes profits par des moyens légitimes. En réalité, il se contentait de les payer en utilisant l'argent des nouveaux investisseurs. Au début, il semblait tenir ses promesses et les gens étaient très satisfaits de leurs investissements. La nouvelle s'est répandue et lorsque la sœur aînée d'un étudiant a décidé de s'essayer à l'investissement, son frère savait à qui s'adresser. Ce bon vieil Arbab, n'est-ce pas? Après avoir investi plus de 45 000 $ dans le fonds d'Arbab, elle n'a reçu que 600 $. Ouais, c'est un comble. Et quelqu'un d'autre a investi encore plus, soit la somme choquante de 100 000 $. Il n'en a reçu qu'une infime partie en retour. En réalité, le fonds d'Arbab ne servait qu'à financer son train de vie effréné. Il avait dépensé plus de 250 000 $ pour des parties de jeu à Las Vegas, d'énormes factures dans des bars et, vous savez, toutes les autres choses amusantes que les garçons de fraternité aiment faire. Arbab a été traduit en justice et suspendu de sa fraternité. Et bon, je suppose que ce qui se passe à Vegas ne reste pas toujours à Vegas. Mensonges et repères. Souvenez-vous de notre vieil ami Victor Lustig, celui qui a vendu la Tour Eiffel. Eh bien, 40 ans avant Lustig, dans les années 1880, vivait le New-Yorkais George C. Parker. C'était un escroc comme Lustig, mais contrairement à ce dernier, il ne se contentait pas de vendre un monument. Oh non, il vendait toutes sortes de choses. Sérieusement, Parker s'est enrichi faisant croire à des gens qu'il lui achetait le Madison Square Garden, la Statue de la Liberté, et plus célèbre encore, le pont de Brooklyn. En fait, il aurait vendu le pont au moins 2 fois par semaine pendant 40 ans, même une fois pour 50 000 $, soit pour la somme totale colossale de 1,5 million de $ actuels. Son stratagème, tout d'abord, Parker produisait de faux documents pour prouver qu'il était le propriétaire du pont. Ensuite, il convainc les personnes qu'il juge crédules qu'en lui achetant le pont et en installant des kits de péage, elles pourront engranger d'énormes bénéfices. Ce n'est qu'à l'arrivée de la police, qui interrogeait inévitablement les postes de péage, que les victimes ont compris qu'elles avaient été escroquées. Et à ce moment-là, Parker avait toujours disparu. Cette escroquerie ainsi que toute une série d'autres se poursuivirent pendant des décennies, jusqu'à ce que l'habile escroc soit finalement arrêté et jeté en prison en 1928. Mais pas avant d'être entré dans l'histoire comme l'un des escrocs les plus sournois de tous les temps. Il ne vendait pas les gens au fil de l'eau, mais il les faisait passer par-dessus le pont. Sonneur d'or. Quand j'étais enfant, j'adorais les bonnes grosses chasses au trésor, mais dans la réalité, c'est pas facile de trouver de l'or. Michael de Guzman, ancien prospecteur et chef de projet de la société d'exploitation aurifère Bray-X, ne le sait que trop bien. En 1993, il s'est vu confier un terrain à Bornéo pour tenter d'y trouver de l'or. Son équipe et lui ont donc commencé à exploiter le gisement. Après avoir envoyé des échantillons de terre pour les faire analyser, ils ont été stupéfaits par les résultats obtenus. Les échantillons indiquaient la présence d'un colossal gisement d'or. Des dizaines d'autres échantillons ont été prélevés au cours des années qui ont suivi, et en 1997, les principales estimations indiquaient que plus de 13 millions de livres d'or étaient cachés sous la surface. Bray-X était aux anges. Ils avaient acheté le terrain au prix de 30 cents l'action, ce qui ne valait presque rien. Et maintenant, les actions avaient grimpé en flèche jusqu'à 250 $, soit plus de 800 fois plus. C'est ce qu'on a appelé la découverte d'or du siècle. Mais à l'insu de tous, sauf Guzman, il y avait un gros problème. Le site ne contenait en fait pas d'or du tout. Pour tenter de s'enrichir rapidement, le prospecteur avide avait truqué les échantillons. Au début, il y avait ajouté de l'or de son alliance, avant d'utiliser plus de 60 000 $ d'or balayés localement. Jusqu'en 1997, il s'en était tiré à bon compte. Mais lorsque le président indonésien s'est intéressé à la découverte du siècle, tout s'est rapidement dégradé. Il a exigé que l'or soit vérifié de manière indépendante par une autre société. Et Mr. de Guzman a su que la partie était finie. Incapable de faire face aux conséquences brutales de ses actes, il s'est jeté spectaculairement d'un hélicoptère vers sa mort. Et quelques jours plus tard, la vérité sur l'or a été révélée. Le cours des actions ont chuté et Bray-X s'est effondré. Dans cette coque, le crime ne paye vraiment pas. Fiction 5G. La pandémie de Covid-19 a eu de nombreuses conséquences dévastatrices. L'une des moins dévastatrices cependant, ça a été la mise en évidence des croyances intéressantes de certaines personnes. Comme par exemple le fait que la technologie 5G soit une arme gouvernementale utilisée pour propager le virus.
En 2020, un homme de Seattle a décidé d'exploiter ses entiers 5G en prétendant avoir inventé une pommade spéciale pour appliquer sur le corps pour bloquer les rayons nocifs de la 5G. Il a créé un site web pour sa prétendue invention et a commencé à vendre la crème au prix de 20 $ l'unité. Incroyablement, les gens l'ont acheté, et pas seulement quelques personnes d'ailleurs, ils étaient des milliers. En fait, la crème a tellement attiré l'attention que la police a dû fermer le site web. Mais pas avant que l'escroc sournois n'ait gagné un bon demi-million de dollars en 4 mois à peine. C'est un sacré chèque de paye. Mais de quoi la pommade était-elle réellement composée? Lorsqu'un scientifique a testé la préparation suspecte, il a découvert que les gens avaient simplement acheté de la vieille vaseline mélangée à de la crème solaire périmée. Ils étaient donc plus susceptibles de tomber malades à cause de la lotion anti-5G que des tours 5G. Ouais, l'ironie, y a de quoi se faire mousser. Inventeur Azura. Vous avez peut-être entendu parler d'Anna Delvey, l'escroc qui a escroqué des centaines de milliers de dollars à l'élite new-yorkaise en se faisant passer pour une riche héritière. Mais laissez-moi vous parler d'un escroc encore plus incroyable, Azura Mangkunarjono. Dans sa jeunesse, Azura, né en Indonésie, a été séduit par le style de vie fastueux des riches et des célébrités. Après avoir déménagé à Hong Kong en 2003, Azura, alors âgée de 25 ans, a décidé de rejoindre leur rang en convainquant la haute société de Hong Kong qu'elle était une princesse indonésienne. Bien sûr, il s'agissait d'un énorme mensonge, mais cela lui a permis d'entrer dans des cercles sociaux de la classe supérieure dont elle rêvait de faire partie. Une fois sur place, elle a très bien joué son rôle de mondaine richissime. Elle a même trompé le chanteur américain Lionel Richie. Grâce à un mélange de charme et de séduction, Azura a su gagner la confiance de son entourage qui l'a extorquée pour tout ce qu'elle valait. Elle oubliait toujours sa carte de crédit lorsque c'était son tour de payer les sorties extravagantes qu'elle postait sur son Instagram. Les bijoux coûteux et les sacs de marque qu'elle possédait lui avaient été offerts par des amants escroqués. Et ces luxueux appartements n'étaient pas le fruit d'un héritage royal. Ils n'étaient pas payés, ce qui l'a conduite à être expulsée à plusieurs reprises. Elle ne l'a jamais fait savoir à ses amis, car Azura était une experte en mensonges. Lorsqu'on lui demandait pourquoi une femme aussi connue qu'elle n'apparaissait pas sur Google, elle répondait simplement qu'elle était trop connue. D'une manière ou d'une autre, ça a fonctionné. Les années ont passé et d'innombrables victimes ont fini par tomber dans le panneau, beaucoup perdant de grosses sommes d'argent. Mais les mensonges ont fini par la rattraper. En 2018, Azura a été prise en flagrant délit de vente de faux sacs Hermès à Los Angeles. Malgré son arrestation, ses avocats l'ont fait libérer et elle s'est enfuie. Aujourd'hui encore, on ne sait pas où se trouve cette femme rusée, et son vrai nom n'est probablement même pas Azura. Mais nous savons qu'elle continue d'arnaquer les gens. Alors, si vous rencontrez par hasard une Indonésienne qui prétend être une princesse, ne lui donnez pas tous les biens de votre vie. Ok, c'est à peu près tout ce que j'avais sous la main aujourd'hui. Lequel de ces escrocs vous a le plus choqué? Laissez-moi un petit commentaire ci-dessous pour me le faire savoir. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.